Comment tu trouves la ressource là de lancer Tilki alors que tu es en pleine remise en question personnelle, je me sens pas très bon management, tu vois tout ce que tu nous as dit, ça grandit, est-ce que je suis la bonne personne? Tu vois, t'as toutes ces questions-là et à la fois, tu lances ta 3e boîte en même temps. Ouais, sachant qu'en plus, ça se trouve, la 2e va peut-être pas survivre. Enfin, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais t'es trop con. Sido, ça veut quand même dire Sylvain Ludo. Ludo est parti très vite. Mais t'étais l'image de cette boîte-là, tu pars, il y a plus de boîte, quoi. Et que c'est tous mes revenus, enfin, c'est toute ma vie qui est là-dedans. S'il y a plus Sido, il y a plus il y a plus grand chose. En plus, il y a ma compagne, donc ça risque de foutre le bordel si cette boîte se plante aussi. Je sais pas. Mais en fait, je flippe pour Sido, mais je me dis que je n'y apporte plus grand chose. Et Tilki m'excite plus sur le projet, que je me dis, bon, bah, de toute façon, on verra bien. Enfin, j'en sais rien. Mais je sais vraiment pas. Je peux pas te dire, à part que l'excitation du nouveau projet, le défi de travailler avec des devs, parce que tout le monde me disait que c'était des gens très bizarres à manager, ce qui est pas si vrai. Il faut juste les écouter, il faut juste passer du temps avec eux. Et pas les prendre pour des gens bizarres, enfin, parce que c'est ce que j'ai retenu de mon aventure Tilki. Et là, on part sur un projet un peu fou, avec un logiciel qu'on vend du coup pas cher, mais sur abonnement, qui est international. On a tout de suite des clients grecs, finnois, enfin finlandais, enfin des trucs assez hallucinants, et des gens qui nous font des retours comme quoi c'est canon. Mais c'est vachement plus compliqué que prévu. Parce que, en plus, en 2014, on était vachement en avance en France, on consommait beaucoup moins de logiciels SaaS qu'aujourd'hui. On aimait bien détenir son logiciel, on n'aimait pas payer des abonnements. Les boîtes étaient assez peu connectées sur des vieux navigateurs. Je me rappelle un de mes gros clients, Orange, il était encore sur IE7, qui était déjà plus maintenu depuis 4 ans. Mais qu'eux, ils pouvaient pas bouger, parce que c'était des logiciels qui étaient développés avec ce navigateur-là. Mais le problème, c'est que notre truc sur IE7, ça passait pas, quoi. Enfin, c'est tout moche, c'est tout pété. Et qu'on n'imagine pas, en fait, qu'on se dit le web, c'est facile. Mais il y a tellement de contraintes, en fait, de chaque client qui est différent et qui a mis en place des firewalls, des navigateurs dégueulasses ou des vieux OS qui font que ton truc, ça peut ne pas marcher chez lui, même si ton truc est nickel. Ça marche sur quelqu'un qui a un outil à jour, mais truc con, il y a plein d'ordi qui sont pas à jour dans les boîtes. Plein de navigateurs qui sont pas à jour du tout, parce que soit ils ont pas le droit, soit ils savent pas faire, soit personne s'en occupe. Et qu'en fait, toi, ça va faire que ton produit peut pas marcher chez eux. Voire limite, tu pourras pas uploader sa propale dans Tilki parce que son truc, il est pas à jour. Je dis, mets-le à jour. Non, j'ai pas le droit. Ok. Donc du coup, ça veut dire que tu vas envoyer des pièces jointes dégueulasses, tu vas pas savoir ce que le mec fait après, tu vas pas pouvoir le rappeler au bon moment, parce que t'as pas ton navigateur à jour. Ouais. Ok, très bien, on va avoir une autre boîte. Mais du coup, c'est vachement plus long que prévu, j'avais pas imaginé ça. Pareil, en France, je découvre que les boîtes n'ont pas de CRM. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un CRM, ça me paraissait logique pour pas oublier, parce qu'en fait j'ai zéro mémoire, donc je mets tout quelque part. Alors c'était Pipedrive, parce que je le trouvais très simple, très joli, très basique à lancer. Mais en fait, les 90% des boîtes en France n'ont pas de CRM. Voire quand t'es le long, de toute façon, il est pas complété non plus, donc c'est comme si elle n'en avait pas. Mais en fait, si tu connais pas ton taux de transfo, si tu sais pas qui tu dois relancer, t'as pas de problème de relance, en fait. Donc j'allais voir des boîtes en leur présentant un problème, ça les faisait chier. Ouais. Mais j'ai pas envie de savoir que mes gars relancent pas. J'ai pas envie de savoir que mon taux de transfo, il est à 12% alors qu'il pourrait être à 18%. Parce que quand tu leur demandes, les clients, toutes leurs propales se signent. Et enfin, quand ils disent 100%, c'est 30, quand ils disent 30%, c'est 10. Quand tu creuses dedans, ouais, mais c'est là que je savais que j'avais pas la signer. Pourquoi tu t'es fait chier à faire une propale alors? Ah, ouais, je sentais pas trop, mais j'ai quand même fait. Mais peut-être que ça se trouve, si tu l'as appelé au bon moment, t'aurais peut-être eu une chance, en fait. Et de toute façon, en disant, si t'es sûr de pas la signer, la fais pas. Enfin bon. Aventure dingue, on crée une boîte et je voulais aussi, parce que moi, mon vieux rêve vient d'un petit job de cuisinier à Malte. À l'âge de 18 et 19 ans, je voulais apprendre l'anglais, et pas à Londres, parce que je voulais du soleil, l'été. Et mon papa m'a payé mon billet d'avion pour aller là-bas, et derrière, il fallait que je vive sur place, que je me loge et que je bouffe. Et du coup, l'engagement, c'était de trouver un boulot pour ça, parce que j'avais pas de sous et que fallait que je paye ma bouffe et mon logement. Et ça faisait pas partie de l'Europe à l'époque encore, Malte, et donc du coup, j'allais bosser comme cuisinier dans les cuisines pour pas qu'on me voie et que j'ai le droit de travailler là-bas parce que j'ai pas mon visa. Et il y a 2-3 trucs qui m'ont plus que choqué. Et parce que beaucoup de mes idées viennent de colère ou d'injustice ressentie. Et là-bas, on était payé en fonction de notre nationalité. Donc les plus payés, c'était les Maltais, avantage local.
Et après, les Français et les Italiens, parce qu'on était censé savoir cuisiner vu qu'on venait de France et d'Italie, après le reste de l'Europe, et après les Libyens. Et les Libyens qui étaient considérés en termes 2001 comme des singes, et qui n'avaient pas le droit de toucher à la nourriture, à part l'un d'entre eux qui a le droit de faire des pâtes. Mais c'est tout. Les autres, c'est des plongeurs ou des... On est en 2000. Enfin, tu vois, on n'est pas c'était pas 1900. La préhistoire, là. Non. Et moi, les deux mecs qui me forment, c'est un Roumain et un Serbe. Le Roumain, il est médecin légiste dans son pays, mais c'est un métier d'État où il est payé 250 € par mois. Et il dit, je viens faire ça pendant 5 ans avec ma compagne pour m'acheter une maison et faire mon métier après. Mais sinon, avec mon vrai métier, je peux pas gagner d'argent. Et le gars fait deux services, il fait 14 heures par jour. Payé 12. Et il m'apprend la vie, mais il est moins bien payé que moi de l'heure, alors que moi, je suis un gamin français de 18 ans qui a jamais fait de cuisine. Et je trouve ça déconnant. Le deuxième, c'est un Serbe, et lui, c'est son métier. Et lui, il a fui la guerre, il est parti en Italie faire la cuisine, il s'est fait virer d'Italie parce qu'il n'avait pas de visa, et il se retrouve à Malte parce que c'est un pays un peu entre les deux, quoi. Et le gars, pareil, il est moins payé. Et sans eux, on n'avait pas de pâte à choux, on n'avait pas de pizza. Enfin, on a plein de trucs qu'on pouvait pas faire. Il y a qu'eux qui savaient faire. Mais j'étais plus payé qu'eux. Et ça, c'était une vraie première question sur comment on paye et pourquoi. Comment tu mets en place une grille de salaire, qu'est-ce qui la justifie. Et parce qu'en fait, c'était pas dit, on s'en est rendu compte que je parlais avec ces mecs-là, parce que c'est eux qui m'apprenaient la vie, que ça me permettait de parler anglais. Et que ça a été un des trucs fondateurs de me dire, en fait, dans mes boîtes, si un jour j'ai une boîte, je veux qu'il y ait transparence des salaires. Je veux qu'on sache qui gagne quoi, parce que ça m'obligera à une certaine équité. Je dis pas que c'est juste, parce qu'on peut toujours trouver injuste, ou se dire que moi je vaux plus, ou dire lui il vaut pas tant, mais au moins tu le sais. Et il n'y a pas de... Je cherche à cacher ce que le dirigeant gagne, ou le directeur commercial, ou le directeur technique. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour expliquer Tilki, parce que déjà, je fais des divagations, c'est les commissions, les tips, les pourboires, qui étaient donnés qu'aux serveurs. Et que je suis pas complètement d'accord que c'est que pour le service que tu donnes un pourboire. C'est aussi parce que ça arrivait chaud et que c'était bon. Parce que si ta bouffe était pas bonne, tu donnes pas de pourboire. Et nous, on touchait à rien là-dessus. Et quand je suis allé voir la chef en disant, je comprends pas, pourquoi il n'y a pas un pot commun qu'on se repartage par rapport au taf de chacun, parce que c'est le taf de chacun. Il dit, ferme ta gueule, t'as 18 ans, repars à ta place. Et je me dis, non, c'est complètement injuste, parce que limite, moi, ça me motive pas à faire de la bonne bouffe. Enfin, juste, je suis payé, mais pas bien. Et que le seul qui gagnera si je fais un truc génial et que je me déchire pour faire une super assiette, c'est le serveur. Et deuxième petit point là-dessus, c'est que j'avais aussi fait de la livraison de pizza de 16 ans à 18 ans pour gagner un peu de sous l'été. Et qu'en tant que jeune blanc, je gagnais beaucoup plus que mon collègue qui était d'origine indienne. Et pourtant, on livrait les mêmes personnes. Mais je gagnais 2 à 3 fois plus de pourboire que lui. Et c'était complètement injuste aussi. Le mec livrait tout aussi bien, était tout aussi souriant, tout aussi sympa. Mais parce que j'étais blanc, je gagnais plus d'argent. Et je me suis dit, jamais dans ma boîte je veux recréer ces inégalités, ces injustices. Donc, chez Tilki, j'avais mis en place plein de trucs bizarres, comme la transparence des salaires, comme des grilles de salaire pour expliquer aux gens pourquoi ils allaient être augmentés ou pas, et qu'est-ce qu'ils pouvaient viser, et combien était payé le voisin, et de le comprendre. Je pouvais justifier chacun des salaires de ma boîte. Alors, ce qui m'a posé des problèmes, hein. Mais du coup, on l'affichait dans un document de contre-entretien, ce qu'on appelait ça, qu'on faisait lire avant de venir en entretien pour dire aux gens, attention, il y a des trucs bizarres dans cette boîte-là. Quel que soit ton diplôme, quel que soit ton âge, ta couleur de peau, ton sexe, ton salaire est déjà préfixé. Si tu veux plus parce que tu considères que t'as fait une meilleure école, va pas chez nous. Parce qu'en fait, à toi de faire tes preuves, tu iras peut-être plus vite, et donc tu gagneras peut-être plus, mais pas au démarrage. Et je sais que j'ai perdu des gars à cause de ça. Est-ce que t'as capté des talents un peu différents, justement ? Mais j'avais des gars qui se battaient pour cette boîte parce que ils se sentaient pas... Ils trouvaient un modèle plus juste, où tu savais pourquoi t'étais là. Tu te battais aussi pour les collègues, et pas que pour ta gueule. Et le deuxième truc qui bien marchait bien, c'était sur les équipes commerciales. Alors j'ai pas réussi à faire des tips communs à toute la boîte. Enfin, des tips et commissions. Mais je faisais des équipes où dedans, il y avait un SDR, un closer, un formateur et un CSM, et un marketeur pour générer des leads. Donc j'ai des petites équipes de 5, mais ils avaient le droit de faire un peu de tout dans la chaîne. Potentiellement, ils avaient le droit de faire du call jusqu'à la vente et la formation. Et du coup, ils se partageaient la commission sur la vente qui avait été faite, avec des pourcentages un peu différents, mais ils touchaient tous quelque chose, ce qui fait que le client appelait,
Même si le commercial était en vacances, il pouvait répondre parce que de toute façon, à la fin, ils allaient en toucher un bout. Et le client n'appartenait à personne, il appartenait à l'équipe potentiellement, mais à la boîte. Et qu'on avançait tous dans la même direction. Et ce qui crée un truc où très collectif, dont on s'arrachait pour le collègue en fait. Et pour le projet, mais aussi pour le collègue. On va pas le laisser dans la merde, là il y a un client qui l'embête ou il y a un client qui demande plus de boulot, on va tous l'aider. Même si c'est pas notre client à nous, parce qu'en fait de toute façon on touchera aussi. En fait, on avait mis en place cette philosophie que c'était les clients de tout le monde en fait. Et si le client n'était pas content, c'était le problème de tout le monde.